Cette conférence, elle a pour objectif de vous présenter les relations entre les utilisateurs et les équipes de développement. Quelque chose qui est souvent absent dans nos projets, et pourtant il y a un réel enjeu, la réussite du produit. Je ne sais pas si dans vos entreprises c'est assez souvent comme ça, mais moi j'ai souvent l'habitude d'arriver dans des boîtes et je parle avec des métiers, des interlocuteurs, entre les équipes de dev et les réels utilisateurs. Ce qui fait qu'on a un enchaînement utilisateurs, métiers, PO, équipe de dev, produits. Vous imaginez bien qu'il y a pas mal d'interprétations possibles. Mon sujet il est là. Faisons travailler les gens ensemble et motivons nos personnes. Cette conférence, c'est le résultat de 5 années d'observation et de vécu. Cette conférence sera donc des principes appuyés par des retours d'expérience. Je ne sais pas quelle conférence vous êtes allé voir aujourd'hui, peut-être des conférences sur l'agilité à l'échelle, peut-être que vous lisez beaucoup d'articles à ce niveau-là. Mon combat, il n'est pas là. Oui, on peut faire de l'agilité, oui, on peut faire de l'agilité à l'échelle, on peut faire toujours des choses plus grosses, avec des plus grosses équipes, avec des plus gros produits. Toujours plus gros. Mais en fait, le réel pourquoi, qu'est-ce que nous voulons faire, c'est faire un produit utilisé par les développeurs. Si vous êtes là dans votre quotidien et que vous travaillez sur un produit, mais sans vous soucier de l'utilisation de celui-ci, vous faites mousser par vos technologies, par l'image que celui-ci aura dans votre entreprise, changez de travail. Le réel pourquoi, c'est pour développer des produits qui vont soit ramener de l'argent, soit faciliter la vie des utilisateurs. Donc je vais vous parler de principes, plutôt que de méthodes, d'outils ou de pratiques que vous pourriez voir ailleurs. Donc ici, vous l'avez compris, on n'est pas sur de l'agilité à l'échelle, on n'est pas sur des nouvelles choses, on est sur les bases. Avant de démarrer, je vous propose de réfléchir à cette question. Prenez quelques instants et demandez-vous pourquoi je travaille au quotidien. Pour vous faciliter cette réflexion, je vais démarrer quelque chose de plus ou moins intéressant. Qui suis-je? J'ai découvert l'agilité en 2012. Je suis lillois. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le monde de l'événementiel, dans les systèmes de billetterie, de contrôle d'accès, d'accréditation. Si vous voulez, il reste des places devant. Il reste 4 places à acheter. Oui, vous pouvez vous afficher devant tout le monde en remontant. Et comme ils sont en retard, on va tous les applaudir. Oui, c'est mes clients, j'ai le droit. Donc, produit d'événementiel, c'est ce que j'ai fait pendant un bout de temps. Aujourd'hui, je suis Agile Delivery Manager. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une superbe équipe qui est prête à vous l'expliquer en bas sur un stand, le stand de Studio. Donc, allez les voir, ça peut être chouette. Et puis, à côté de ça, dans ma vie perso, je suis président de Nord Agile, une association qui a pour objectif de promouvoir l'agilité dans le nord de la France. Retour sur la question, maintenant que vous avez eu un peu de temps, pourquoi est-ce que vous travaillez au quotidien? Cette question, elle soulève d'autres questions. Est-ce que ce que je fais au quotidien, en fait, finalement, le pourquoi, il est écrit en 2 mots, hein, et ce n'était pas une faute, c'est bien fait exprès, c'est quel est le but? Qu'est-ce que je vais chercher? Qu'est-ce que je vais essayer d'atteindre? Et donc, elle soulève d'autres questions. Est-ce que ceux pour qui je travaille sont satisfaits? Est-ce que je sais pourquoi? Est-ce que j'ai des réelles motivations? Des choses comme ça. Ça peut être important de chaque matin se poser cette question pour être sûr qu'on est bien en accord avec soi-même. J'ai parlé de réussite d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la réussite d'un produit? Je prends les mots qui vont à la volée. Ah oui, c'est aussi à vous de participer. Hein. Oui. Satisfaction, ok. Opérationnel. Utilisation, réussite d'un projet, quelqu'un, d'autres choses aussi? Stable, rentable. Client content, la bobou. Rentable aussi, ok. Moi j'ai cette définition-là, c'est la mienne, ce n'est que la mienne. Je pense que, en fait, un produit réussi, c'est qu'on a des utilisateurs qui sont motivés, des utilisateurs qui vont être porteurs, ils vont être ambassadeurs, ils vont adhérer à ce produit. Et pourquoi ils auront adhéré? Parce qu'ils l'auront construit. Si on fait les choses pour les gens, c'est sûr, ils ne vont pas vouloir avancer.
ils ne vont pas construire leur produit, et le jour où ils vont le récupérer dans leurs mains, ils n'en auront pas envie, ce n'est pas leur, vous leur imposez. Et pour que finalement on arrive à faire le bon produit, on se rend compte, quand on regarde un peu le monde, que le monde a changé. On est passé des méthodes prédictives à des méthodes où on a besoin d'être plutôt réactif. Qu'est-ce que cela veut dire? Depuis 15 ans, on remarque que le monde change. Les utilisateurs sont de plus en plus exigeants, les envies changent, il y a la concurrence est de plus en plus rude, on peut aller en un instant parler avec le Japon et avec les États-Unis. Les envies changent parce qu'on peut voir des choses sur plein de produits différents. Et là où il fut un temps, on avait la possibilité de travailler avec un document figé, qu'on se passait de main en main, pour enfin en sortir un logiciel utilisable, cette méthode prédictive. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Et on est obligé d'avoir des choses qui sont beaucoup plus réactives. C'est-à-dire être capable de travailler avec l'utilisateur. Donc on va avoir besoin de se comprendre, on va avoir besoin de s'adapter, on va avoir besoin de faire des choses performantes ensemble. Lorsque j'ai démarré, je ne savais pas forcément les petites solutions, comment y arriver. Et je me suis vite rendu compte que ce n'était pas forcément magique, qu'il n'y avait pas de potion magique. Au fil des années, j'ai commencé à en comprendre quelque chose, et puis finalement, j'ai réussi à me faire des convictions par rapport à 5 pratiques, enfin d'autres pratiques, mais je vous en expose 5 aujourd'hui. Alors, aussi, pourquoi ce sujet-là ? Le sujet me tient à cœur et je pense bien le comprendre parce que j'ai eu l'occasion de passer au travers de toutes les phases. Développeur, et puis rapidement, mon manager m'a promu au rôle de chef de projet, peut-être parce qu'en fait, il savait très bien que je n'étais pas un super développeur, ou en tout cas, il y en a qui étaient bien meilleurs que moi. Moi, j'aimais créer, mais peut-être que je ne faisais pas de la qualité, je ne sais pas. Je suis repassé après responsable de produit, responsable d'activité, et finalement... Voilà, j'ai pu faire toutes ces étapes et aujourd'hui, je crée mon propre produit. Donc en fait, je reviens à un endroit où je découvre cette vie un peu d'entrepreneur, réussir à faire des choses en parallèle de mon métier. Donc ces 5 principes, je vais vous les partager. Le premier, je reviens sur un principe du manifeste agile, je pense que pas mal le connaissent ici. Travailler ensemble. Utilisateurs, développeurs, travailler ensemble. C'est un principe du manifeste agile, je me suis replongé dedans, je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, il y a quelques années, quand j'ai démarré, je ne le comprenais pas trop, tout ce manifeste, etc. Et chaque jour, je me dis, mais tiens, en fait, il y a des trucs qu'on loupe, on oublie de se poser le pourquoi. Les gens ont peur d'être changés, mais n'ont pas peur du changement. Bien qu'on pourrait croire qu'ils ont peur du changement. Ce n'est pas de moi. Peter Senge qui le dit, qui est dans ses bouquins. Et en fait, c'est ça, c'est que si vous essayez de faire changer les gens en leur imposant un logiciel, les utilisateurs n'ont pas été là pendant l'avant-vente, imaginons, on choisit un outil du marché, et puis finalement, on leur impose ça. C'est normal que les utilisateurs disent « Non, mais j'en veux pas, moi je préférais mon ancienne version, mon ancien outil, il était bien mieux. Pourquoi vous me forcez à passer à ça ?» Dans Travailler avec les gens, je vais vous raconter 2 histoires. La première, je travaillais dans un groupe bancaire, un gros groupe bancaire sur Paris, et j'avais la chance de bosser avec une chef de projet et un product owner. Pas forcément sachant dans l'agilité, mais en tout cas qui savait qu'il voulait faire un bon produit. On discute, on met en place tout le cadre, j'étais là en tant qu'ADM, et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il nous faut ? Et bien en fait, ils nous ont eu tout de suite la présence d'esprit de se dire qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut des utilisateurs pour qu'ils nous définissent ce qu'on va faire. Et le product owner est allé voir les différentes personnes, les managers, pour aller chercher des utilisateurs. Quel produit faisons-nous à ce moment-là ? On était sur un produit un outil décisionnel pour les chargés d'affaires. Les chargés d'affaires, à ce moment-là, ils ne sont pas du tout dans le projet. Leur affaire, c'est de faire du business, ramener du chiffre. Ils ne sont pas dans l'IT. Et pour autant, ils ont réussi, ce product owner et cette chef de projet, à aller embêter les gens qu'il fallait pour pouvoir les ramener avec nous. Résultat des courses, on se retrouve tous les mercredis matins à bosser avec ces utilisateurs qui viennent avec nous.
Personnellement, ça a été une de mes meilleures expériences dans le projet. On a des utilisateurs qui sont tellement motivés qu'il y en a un, au moment de Noël, on le voit arriver, on fait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'étais pas en vacances, toi ?» Et il fait « Si, mais en fait, ma femme, elle est partie au Galeries Lafayette pour aller faire des courses. Et en fait, je savais qu'il y avait l'atelier ce matin, il y avait la démonstration. J'avais envie d'être là. » La personne était motivée, il voulait porter le projet, le produit, il voulait y aller. Il était convaincu. Qui est-ce qui est mieux pour, une fois que le produit sort en production, pour faire la promotion de ce produit-là? On a son copain qui est en train de nous dire, imaginons, je suis chargé de clientèle, je suis commercial, et on me dit, Nelson, tu vas voir, ce produit, il est génial, ça fait 3 mois que je suis dessus sur la conception, on le bosse tous ensemble. C'est un copain, je vais savoir, je vais avoir envie. Le change, en fait, il me le met dans la tête, il me donne envie d'y aller. Ma deuxième histoire, c'est autour de mon produit. Je travaille sur un produit pour l'événementiel. Vous le comprendrez, c'est un peu ma passion au fond. Ce produit, il a pour objectif de... allez, ça, on s'en fout. Ce produit, mes utilisateurs, ils sont au travers de toute la France. Ce sont des prospects aujourd'hui, certains déjà fortement intéressés. Et quand je les rencontre, je leur dis, OK, ce produit-là, c'est un produit soumis à licence, comme d'habitude. Mais en fait, le deal, il n'est pas là. Le deal, c'est que si tu veux travailler avec ce produit-là, en plus de la licence, tu vas donner de ton temps. Ton temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des interviews ensemble. On va travailler ensemble. La roadmap, je te la présente. J'ai une roadmap sur 9 mois. Mais en réalité, la roadmap, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, je sais à peu près à 1 mois ce que je vais faire. Mais en tout cas, là, ce qui va suivre, c'est parce qu'on va le travailler ensemble. Donc le deal, ce n'est pas uniquement ton argent que je veux. C'est ce que tu penses, ce que tu as envie et qu'est-ce qui va te changer la vie demain. Il faut donc, sur ces deux approches, ces deux expériences, il faut bien voir qu'on essaye d'embarquer les utilisateurs et ça permet justement de faire le bon produit. Sur ce premier principe, qui est donc co-créé avec les utilisateurs, les pratiques, parce que c'est un peu aussi ce qu'on a envie derrière ces principes, la première chose, chef de projet, product owner, scrum master, directeur de programme, responsable de tout ce que vous voulez, votre combat, il est d'aller négocier avec les métiers pour avoir des utilisateurs. Les utilisateurs doivent être sur vos projets. C'est votre première étape. Si vous ne faites pas ça, je pense que vous faites potentiellement le mauvais produit. Une fois que vous en êtes là, créez des workshops. Vous avez sûrement quelqu'un qui a le rôle de Scrum Master, agiliste, ou même simplement son rôle qui est plutôt capable de créer des ateliers, de faire émerger des choses par les gens. Les gens sont présents, vous avez réussi à trouver la demi-journée qui allait bien. Commencez à créer ensemble, pas besoin d'aller chercher des choses qui sont dans 6 mois, travaillez régulièrement ensemble pour créer le backlog. Faites des ateliers ensemble. Et la dernière chose, mon petit truc que je pense qui est important, les utilisateurs. Ramenez-les sur les projets, sur les démonstrations. Faites-les venir, allez chercher, préparez vos démonstrations, soyez sûr qu'elles soient correctes, scénarisez-les, préparez-les la veille. Une démonstration, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça se prépare, ça se travaille, et le jour où on doit la démontrer, on sait ce qu'on va présenter. En deuxième point, satisfaire le client. C'est le deuxième principe. Si on ne satisfait pas le client, si l'utilisateur n'est pas satisfait, à quoi ça sert? Vous voulez tous, et nous voulons tous, des indicateurs sur les projets. Ça va dans tous les genres. Vélocité, présence des équipiers, planning, des choses comme ça. Et en plus, on demande à nos équipes de dev, on veut des indicateurs techniques. Qualité de code, nombre de tests, toutes des choses comme ça. Mais est-ce qu'à un moment, vous avez posé la question aux utilisateurs, est-ce que tu es satisfait de ton produit? Est-ce que tu aimes bien les fonctionnalités qui sont mises? Est-ce que tu es satisfait de la collaboration qu'on a? Est-ce que vous vous intéressez à ça? Pourtant, c'est bien satisfaire le client, satisfaire l'utilisateur qu'on doit faire. Si on peut avoir les meilleures métriques projets, oui, on va peut-être faire des trucs qui seront maîtrisés. On peut avoir les meilleurs indicateurs techniques, on aura peut-être une solution qui sera extraordinairement bonne, techniquement irréprochable. Mais si elle ne sert à personne, elle ne sert à rien. Et donc, vous faites potentiellement des développements qui ne servent pas. Et donc, vous cramez de l'argent, peut-être inutilement. Intéressez-vous à satisfaire les utilisateurs. Est-ce que vous êtes certain que vos produits plaisent? Comment on pourrait faire ça? Alors,
On l'a fait sur un projet, sur le produit bancaire, on le fait aujourd'hui dans une autre boîte. On s'intéresse à nos utilisateurs. Si vous avez la possibilité finalement vous avez un front, vous pouvez très bien mettre des pop-up en place qui vont aller chercher le feedback, noter comme ici sur la qualité des données, l'utilité de l'application, des choses comme ça. Si vous avez un front. Vous n'avez pas de front, c'est pas grave, il y a toujours des possibilités. Google Forms, la suite Office le permet aussi. Peut-être que dans votre entreprise, vous avez la possibilité d'avoir un outil pour faire des sondages. Faites un sondage, envoyez-le par mail. Par exemple, si on parle d'un data lake, ok, les data lakes, on n'a pas forcément de front pour aller leur poser la question. Il y a toujours des moyens d'aller chercher les sondages. Et comme troisième point, je vous parlerai des interviews. Si vous n'avez pas forcément de moyens techniques ou vous ne savez pas comment le faire, allez parler avec les gens. Allez parler, prenez un café, prenez le temps de discuter pour avoir leur retour. Il sera peut-être moins clair, peut-être un peu plus dilué parce qu'il sera en face de vous et il aura peut-être du mal à vous dire les choses s'il n'est pas forcément satisfait. Mais au moins, vous aurez fait un pas et vous lui donnerez la possibilité de s'exprimer. Troisième point, donner du sens. C'est pour moi le plus important. Pourquoi réalisons-nous ce produit? Quels sont les enjeux? Quelles sont les problématiques? Je vais vous raconter un brin de mon histoire. L'histoire qui m'a permis de comprendre en fait le sens, savoir pourquoi nous réalisons les choses. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dans l'événementiel, responsable de différents systèmes, dont le contrôle d'accès. Et à ce titre, j'allais souvent sur le terrain pour travailler avec mes clients. Et ce jour, donc il y a un jour particulier où j'ai commencé à comprendre le sens. L'histoire démarre septembre 2015. Je suis en coordinateur de contrôle d'accès à l'Eurobasket de Lille, phase finale de ce championnat-là. Et l'événement démarre, premier match, ça va, on avait 2 matchs sur la journée, on doit repréparer le système pour juste après. Et on se rend compte que le système, il commence à planter. Et là, on commence à voir le stadium manager qui arrive derrière nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Attends, là, pour le coup, je rigole pas, je suis un peu stressé. Et là, 10 minutes après, alors, je remets du contexte, parce que c'est dur à suivre à ce moment-là. C'est quoi le contrôle d'accès en fait dans l'événementiel? Parce que pour moi, c'est super clair. Mais le contrôle d'accès, c'est un système qui permet, qui est donc autour du stade et qui permet de venir avec son billet. Je le scanne, le billet, la porte s'ouvre pour que je puisse rentrer. Un peu comme un système que vous pourriez avoir à la RATP. Donc ce système a pour objectif de laisser passer uniquement les gens qui ont un billet valide. Un stade, on parle du stade de Lille, 50 000 personnes. 50 000 personnes, on essaye de faire rentrer les gens généralement en 1h30, 90 minutes, soit on veut un flux de personnes entre 500 et 600 personnes minutes pour rentrer dans le stade. On se dit c'est une certaine performance. Ça, c'est si on avait un flux continu, sauf qu'il faut savoir que dans le sport, les gens arrivent toujours à la fin. Parce que ils ont leur place, donc ils arrivent dans les 30 dernières minutes. Donc ce n'est pas 500-600 personnes minutes qu'on doit faire, c'est beaucoup plus. Donc on veut de la performance à ce niveau-là. Et donc je reviens à l'Eurobasket, et les gens ils disaient mais il faut que ça marche. Les gens ils sont dehors, et puis c'est notre image. Nous on est la FIBA. Enfin, oui, je sais, mais Fédération internationale de basket. Et je fais OK, on essaye. Et donc on continue, donc le stadium manager est là, le responsable de la Fédé française de basketball est là, le responsable de la FIBA est là. On dit oh. Et en fait, ils nous mettaient une sacrée pression parce qu'ils voulaient un produit qui marche. Eux, c'était un peu comme si on n'a pas ce produit qui fonctionne, c'est un peu comme c'est irritant pour eux. C'est un peu comme toucher le cactus qui vous fait mal. Ils ne peuvent pas. L'image de marque est importante pour eux. Ok, je comprends le pourquoi. Et donc j'arrive un peu plus tard, un événement qu'on a tous vécu d'une manière un peu différente chacun. On est le vendredi 13 novembre 2015 et je suis coordinateur du contrôle d'accès au Stade de France. Donc j'ai en responsabilité tout le stade. Vous connaissez les événements qui se passent sur les 2 portes, 21h20 et juste après. Je n'ai pas besoin de refaire l'histoire, je pense que ça ne sert à rien.
Mais en fait, on peut se dire une chose. À ce moment-là, on prend conscience des choses. Et si le système n'avait pas marché? Et si les personnes, les kamikazes, étaient venus 20 minutes plus tôt? Et que tout le monde était dehors à ce moment-là, parce que le système était planté, et qu'il y avait un attroupement, un goulot d'étranglement, est-ce que le résultat aurait été le même? Peut-être pas. Et dans cette soirée et nuit un peu horrible et pesante, on commence à prendre conscience des choses. Non, on n'est pas là du tout pour l'image de marque. Ça, c'est un deuxième truc, ça, c'est marketing, c'est derrière. On est là pour un autre sujet, à notre petite échelle. Notre produit doit servir parce qu'il doit être performant pour faire rentrer tous ces gens pour pas qu'il y ait d'incidents à l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, en fait, les équipes travaillent et se disent « mais tiens, en fait, je sais pourquoi je travaille. Le why, il est là. » Et c'est à ce moment-là, les tests qu'on faisait sur la performance, sur la qualité du système, etc., ils ont drastiquement changé. Les gens étaient beaucoup plus investis. Ils savaient pourquoi ils travaillaient. Arrive l'Euro 2016, on est en juin 2016, et en fait, on prépare tout. On est omnibulé par ça, on se concentre, on fait des répétitions, on est prêt à tout scénario. Coup de chance, tout se passe super bien. La fluidité est en plus là, on est zen. Mais on est zen parce qu'on avait pris conscience du pourquoi on était là et pourquoi on voulait y arriver. Donc le sens, il est important. Si on fait un parallèle avec des produits plutôt classiques, on va plutôt se dire, mais ok, c'est quoi le sens? La vision, la stratégie, le comment je vais faire ensuite les choses viendra après, mais c'est quoi le pourquoi? Comment je leur transmets ça? Ben, il y a des notions, motiver les personnes, comprendre les problématiques utilisateurs. Alors moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de dire, ok, mais la vision, comment je la fais? Comment je la donne? Comment je donne du sens? Comment j'explique le pourquoi? Premièrement, ma première proposition, prenez une feuille A4. Soyez capable d'écrire la vision de votre programme, de votre produit que vous voulez faire. Affichez-la dans les équipes. Dites, regardez, en 10 mots, ça c'est la vision. Ok, et la vision, comment on va la faire? Ma stratégie. Voici les différentes étapes, les objectifs, comment on va avancer dans le temps pour y arriver. Rendez le travail visible. Vous avez peut-être travaillé avec des story maps. Très bien, affichez-les. Montrez aux gens ce qui arrive demain. Donnez-leur du sens. Les développeurs ne sont pas là pour juste prendre un ticket, le développer. L'époque où on disait que le développeur était un pisseur de code, excusez-moi, il est terminé. On prend des gens compétents pour bosser avec eux parce qu'ils ont un cerveau et ils veulent réussir à avancer, comprendre, être force de proposition. Ils pourront être force de proposition seulement s'ils voient le travail. Et pour ça, il faut le rendre visible. Troisième point, vivez vos applications. Je pense qu'il est important d'être le premier utilisateur de son application. Je me souviens, je travaillais avant dans un FAI, où j'accompagnais un FAI dans le nord de la France. Et en fait, j'avais un product owner qui était motivé. Et il me disait, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire un bon produit. OK, comment tu le fais? Et il s'était mis par lui-même, voilà, parce qu'il était quelqu'un de réfléchi. Il s'est dit, mais en fait, moi, je fais un truc pour mon service client. Et donc, le produit, c'est pour mes téléconseillers, ils doivent cliquer sur des boutons pour, lorsqu'il y a quelqu'un qui appelle un client, pouvoir mieux répondre. Il avait pris l'initiative d'aller sur le terrain. Il avait demandé au manager, ça te dérange si je suis avec tes gars lorsqu'ils prennent des appels pour comprendre comment ça marche et voir combien de fois ils cliquent sur les trucs, enfin, comprendre leur métier. Puis au fil des jours, il a commencé à se dire, mais en fait, est-ce que ça vous dérangerait si je prenais le clavier? Non, bon, on peut essayer en tout cas, je suis à côté. Il a commencé à prendre le clavier, utiliser le système au quotidien, quand il y était. Il a compris les problématiques opérationnelles. Ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai le même vécu sur l'événementiel. J'allais souvent sur le terrain, et je vais voir un des devs un jour et je lui dis, tu sais, il faut vraiment qu'on fasse ce raccourci-là dans l'application web, parce que là, c'est pas possible. On met 5 clics à chaque fois qu'on veut faire une recherche d'un client lorsqu'il vient et qu'il y a un problème au contrôle d'accès. C'est trop long. Il faut savoir que, vous avez le débit en tête tout à l'heure, 600 à peu près personnes par minute. Ça veut dire que s'il y a un incident toutes les minutes déjà, c'est pas mal, 1 sur 600, mais vous pouvez être très vite dans le jus. Donc vous n'avez pas le temps de faire 5 clics pour gérer un litige. À ce moment-là, je lui dis, mais il faut faire des raccourcis. Non, Nelson, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ça ne respecte pas les standards du web de faire un raccourci comme ça. J'en ai rien à foutre. Et c'est pas possible. Moi, je veux un truc où...
Enfin, je veux que ce soit simple. Moi, je pense à mes utilisateurs. Ouais, mais ça, c'est pas le standard. OK. Bon, d'accord, OK. Bon, bah, je reverrai un peu plus tard. Je vais essayer de comprendre. Et puis, comme on emmenait tout le monde sur le terrain, au début, c'est les chefs de projet, et puis après, les développeurs, tout le monde allait sur le terrain et devenait utilisateur. Et à ce moment-là, un jour, il revient, je ne sais plus c'était quel événement, et il revient, il me fait c'est quand même un peu galère. Hein. C'est 5 clics, là, c'est l'horreur. Hein. Ah, yes! Il a vu la lumière. Blague à part, comprendre les problématiques opérationnelles des utilisateurs va vous simplifier les choses. Ça leur permet aussi d'imaginer les choses. Le backlog appartient à tout le monde. Le seul propriétaire, tout le monde peut mettre des choses dans le backlog. Le seul qui tranchera, c'est le product owner, mais tout le monde est force de proposition. Laissez-leur cette liberté. Créer des relations avec les gens, ça sera beaucoup plus facile quand vous passerez, dès que vous mettrez en prod. Il y a un problème, ah bah tiens, je sais que j'appelle, salut Émeric, je t'appelle parce que j'ai tel truc, je viens de filer un coup de main pour te détailler mon problème. Les gens se connaissent, créer de l'humain, on n'est pas dans un centre de ticketing pour pouvoir débugger les systèmes. Investir aujourd'hui, c'est finalement permettre des interactions plus faciles demain et comprendre un peu mieux le produit. Accorder les directions. On vient un peu comme le premier point, mettez-vous d'accord. DSI, métier, mettez-vous d'accord, travaillez ensemble, allez voir, on y a un haut niveau. C'est votre combat si vous êtes dans un poste de manager. Allez embêter les gens pour réussir à vous accorder, à comprendre ce que vous devez faire. Définissez les moments clés. Dans une semaine, tout n'est pas intéressant, peut-être si vous voulez capter de l'information. Il faut peut-être aller, typiquement, moi, dans l'événementiel, j'avais 7 heures qui étaient importantes tous les 15 jours. Donc 7 heures où j'allais passer du temps sur le terrain avec les utilisateurs. Et j'incarnais l'utilisateur, j'en devenais le responsable du contrôle d'accès ou de la billetterie ou des accréditations. J'étais l'utilisateur, mais sur un moment clé. Ça ne servait à rien, toute la préparation, ce n'était pas là où finalement il y avait plus besoin de connaître. Et montrer l'exemple. Montrer l'exemple, ça veut dire quoi? Product owner. Je ne sais pas s'il y en a dans cette salle. Si vous restez à votre bureau à longueur de temps, parce qu'on vous a dit qu'il fallait être avec les équipes de développement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que être avec les équipes de développement. Il y a aussi comprendre les utilisateurs. Allez avec eux. Montrez aux gens que vous êtes intéressés par leur métier. Et puis montrez aux devs, tiens, viens, on y va ensemble. Je vais te montrer aussi ce que c'est que les équipes et comment elles fonctionnent. Et tu vas pouvoir leur parler. Tu vas pouvoir en plus parler de tes problématiques à toi de développeur, les contraintes techniques. Montrer l'exemple. Enfin, presque enfin, des personnes motivées. Comment motivez-vous vos personnes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déjà intéressé à quelles sont les motivations de l'autre? Comment les connaissez-vous? Est-ce que vous les imaginez pour lui? Ou est-ce que vous les avez posé la question? Est-ce que vous êtes vraiment intéressé à ce qui le motive au quotidien? Je reviens sur l'événementiel. Je travaillais là, c'était à l'Euro 2016. Et nous travaillons avec de nombreux bénévoles. Les bénévoles ne sont pas motivés par la carotte et le bâton, l'ancienne manière de manager. Ils ne sont pas là pour ça. La carotte, c'est quoi? Ça serait leur veste de la marque à 3 bars, leur pantalon et la paire de baskets? Non, ils ne sont pas là pour cette carotte-là. Ils n'ont pas de salaire, ils sont bénévoles. OK. Donc on s'est posé la question avec... celui qui était responsable ticketing à ce moment-là, à l'UFA. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui les motive? Et assez brillamment, il me fait, en fait, on va se poser un peu la question. Et il me dit, en fait, ils ont besoin, j'ai commencé à poser des questions avec les gens, à force de boire des coups, parce qu'effectivement, dans l'événementiel, on boit pas mal de verre. Et comment? C'était ça qui me plaît dans l'événementiel, oui. Et donc, il me dit, en fait, j'aurais demandé, et lui, ce qui lui plaît, c'est ce côté, c'est cette effervescence, ces gens qui sont contents, ceux qui ont le sourire, qui vont acclamer l'équipe de sport et tout ça, et y voir du monde qui rentre. Et ça me motive. Intéressant. Et donc l'habitude qu'on a prise, c'est à chaque fois qu'il y avait des bénévoles qui venaient, et donc à chaque match, on les emmenait, une fois que le stade était rempli, que le match était démarré, on leur disait, venez un peu. On les amenait proches du terrain, on les faisait le plus proche, et on les disait, ok, retournez-vous. Regardez tout ce monde qui est là. Et nous qui regardaient la foule, donc 50 000 pour le stade de Lille, 80 000 au stade de France. Et ils se disaient,
Il regarde, il fait, il y a du monde. Et à ce moment, on pouvait leur dire, bravo les gars. C'est grâce à vous, parce qu'en fait, vous avez participé à ça. Si les gens sont là, c'est parce qu'ils sont passés au travers de votre étape. Votre étape, c'était de les accueillir au cas où il y avait un problème. Et très certainement, il y en a à qui vous avez donné un sourire. Quand leur billet n'est pas passé, vous dites, monsieur, je vais m'occuper de vous, je vais scanner, ne vous inquiétez pas, j'appelle le central et pour savoir si est-ce qu'effectivement il y a un problème. Ces gens-là, ils se sont dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui a pris part de mon problème et qui a essayé de le résoudre. Et on leur disait, mais en fait, tous ces gens-là, en fait, ils sont là grâce à vous. Pas que, mais vous avez joué un rôle dedans. Et ils se disaient, mais cool, en fait, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Leur motivation intrinsèque, elles étaient là. Elles n'étaient pas sur des motivations extrinsèques qui sont, par exemple, l'argent. Allez chercher les motivations des gens, et après, vous pourrez peut-être leur demander, après, vous pourrez peut-être être exigeant. Les gens peuvent avoir besoin d'être reconnus, d'être fiers, d'être, d'une certaine manière, influenceurs dans la société. Ils peuvent avoir différentes envies. Ils peuvent avoir aussi une de leurs motivations, l'un des besoins, c'est d'avoir un cadre. Tout le monde a des motivations différentes. Il n'y en a pas des meilleures que d'autres, mais il faut s'y intéresser. Comment ? Je pense que ce matin, Stéphane et Isabelle ont parlé un peu de management 3.0. Ça peut notamment, là je parle un peu d'outils, mais il y en a plein d'autres, il ne faut pas s'arrêter à ça, il faut aller rechercher. Si le sujet vous intéresse, allez lire des choses, allez regarder des articles de blog, etc. Première étape, discutez avec les gens. Prenez un café, ça ne vous coûte rien ou quasiment rien. Est-ce que le 30 centimes de la machine à café que vous allez lui repayer, finalement vous n'allez pas le récupérer en satisfaction au quotidien, en bien-être? Discutez avec les gens. Pas besoin que ça soit formel. Prenez un café, même si c'est pour parler de la pluie et du beau temps. Tissez des liens. Après, ils vont se livrer à vous. Les Moving Motivators, qui sont un des outils proposés à la base par Jürgen Appelo, qui sont sur qu'est-ce qui nous motive et qu'est-ce qui pourrait faire bouger nos motivations au travers d'un événement. Allez, posez-vous peut-être si vous avez quelqu'un autour de vous qui sait bien les utiliser, allez les utiliser pour comprendre la personne qui est avec vous. Manager, c'est peut-être un bon moyen pour essayer de vous comprendre. Delegation poker, les gens ont besoin effectivement d'être motivés, ils ont aussi besoin d'être responsables ou responsabilisés. Interrogez-vous à quelles sont les choses que je lui donne, qu'est-ce que je lui délègue qui lui permet d'atteindre ses motivations. Est-ce que finalement je lui permets d'être motivé? Il a besoin d'avoir un pouvoir de décision sur certaines choses, mais quelle décision je lui laisse? Est-ce que j'ai toujours besoin de mettre mon grain de sel et de dire non, mais ça c'est comme moi le chef, c'est moi qui décide? C'est important de voir qu'est-ce que vous avez envie de lui redéléguer. Donc ça peut être un outil pour responsabiliser les gens. C'est là-dessus que se terminera la conférence. C'était donc mes 5 principes, 5 des principes que j'ai trouvés qui étaient importants pour que les utilisateurs soient satisfaits, pour que vous fassiez un bon produit, pour que les gens soient motivés, pour que finalement on revienne à la base de l'agilité. L'agilité à l'échelle, c'est bien. Faire des grosses équipes, ça peut être bien. Moi, j'ai plutôt un parti qui est faisons des petites équipes pour des produits qui sont avant tout utiles et utilisés. Merci. Merci beaucoup, Nelson. Là, on a quelques minutes qui restent, du coup, si jamais vous avez des questions. Tout d'abord, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Merci. Donc j'ai une petite question par rapport aux utilisateurs, en fait. Si on a une société qui a des milliers d'utilisateurs avec des cultures assez différentes, comment on peut en fait retrouver un échantillon qui est représentatif et est-ce que ce n'est pas coûteux par rapport à faire un A/B test? Est-ce que l'A/B test n'est pas un moyen de savoir ce qu'ils ont besoin? En fait, ça dépend. Les utilisateurs, est-ce qu'ils sont accessibles? Je ne sais pas quel est le type d'entreprise ou le type de client. Imaginons, on est une société on fait des produits pour le sport. Avec une ancienne bleue, par exemple.
Et en fait, pourquoi je parle de cette société? Parce que j'en ai parlé. J'ai fait ce talk à l'Agile Tour Lille il y a 10 jours, et après j'ai eu une bonne discussion avec ces personnes. Et à fond la forme, eux, ils ont une idée, c'est de se dire, tiens, en fait, nos utilisateurs, on ne peut pas toujours aller les chercher. Donc on va chercher on essaie de créer des panels d'utilisateurs en allant essayer de leur demander d'être là. C'est pas évident, c'est monsieur tout le monde, c'est vous, c'est nous, Et donc ils ont dit, bah, ça c'est notre première tentative, on va essayer. L'autre solution, c'est qu'on met beaucoup de métrologie. Les features, dès qu'on les déploie, on met des sondes dessus. Est-ce qu'elles sont utilisées? Oui, non. Et en fort de ça, on a fait des apprentissages. On interroge nos clients par leur utilisation. On n'a pas de discussion directe parce qu'ils sont un peu loin, donc on peut demander à des gens dans la rue. Mais en tout cas, on va aller sonder sans arrêt les fonctionnalités. C'est comme ça qu'on l'obtient. Et rien n'empêche de faire de la satisfaction. Pour le coup, les sondages, là, on peut y aller. On en aura. Et puis, il y a beaucoup de sites qui le font. Oui. Merci pour le talk. Dans l'ensemble des commandements que tu as donnés, c'est que des formes... Pas des commandements. Dans l'ensemble des principes que tu as donnés, c'est qui le sujet en fait, des verbes que tu as employés? Il faut que je me le remémore. Tout le monde. Donc à la fois Scrum Master, Product Owner, les développeurs et... En fait, c'est pourquoi vous travaillez. Si vous pensez que c'est vraiment pour faire quelque chose pour les utilisateurs, vous êtes dans le système. Vous avez la possibilité d'agir dessus à partir du moment où on est dedans. Et donc, si tu veux co-créer avec les utilisateurs finaux, tu en as d'une certaine manière la possibilité de faire quelque chose. Montrer l'utilisation ou la satisfaction, si le Scrum Master ou le Product Owner ou le chef ne le fait pas, c'est pas un problème. Si tu penses que c'est important, les gars, moi j'en ai marre de ne pas savoir ce que font mes utilisateurs. Je vais faire un sondage et on va l'envoyer. Tu es libre. Donner du sens aux équipes, tu peux aller essayer de les récupérer. C'est vraiment la question, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas attendre des choses des gens. Il faut se responsabiliser. Si c'est une de tes motivations de faire un truc utile, vas-y. Arrête d'attendre les choses des gens. Imaginons si tu arrêtais. D'autres questions? Bonjour, merci pour le talk. Je voudrais revenir sur la sensibilisation des utilisateurs. Comment est-ce que vous les approchez et comment est-ce que vous les sensibilisez à la démarche et les gardez engagés tout au long du processus? Le sens? Non, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Les utilisateurs ou les équipes? Les utilisateurs. Sensibiliser à la démarche tout au début. Et les garder engagés tout au long du processus. Ok, cette partie-là. Alors, ce qu'ils faisaient, c'était utile. En fait, dès qu'on leur posait des questions, si on faisait des ateliers, alors comment ça se passait ces ateliers? C'était tableau blanc, des jours c'était comme ça, on se réunissait, le designer, alors il y avait 5 utilisateurs, et la product owner et la chef de projet. On se réunissait, tableau blanc, on dessinait les interfaces, et puis après, est-ce qu'on allait trop loin? Non, mais en fait ça, stop, on oublie, on ne le fait pas tout de suite. C'est des choses qui vont arriver au moins dans 3 mois, ça a l'air d'être compliqué, et on n'en veut pas tout de suite dans la roadmap. Donc on faisait des choses qui arrivaient demain. Donc ils se sentaient utiles parce qu'en fait, dès qu'ils proposaient des nouvelles fonctionnalités, ils designaient pour au maximum 2 sprints plus loin. En fait, ils voyaient le fruit de leur travail 15 jours, 1 mois après, parce que ça arrivait tout de suite sur l'environnement de recette. C'est comme les rétrospectives. Faire des rétrospectives où les actions ne sont pas menées, qu'on ne voit pas les choses arriver, on s'en désintéresse. Là, c'est pareil. Si vous faites des choses avec les utilisateurs et qu'ils voient que ça apporte quelque chose et que vous prenez en considération les choses, et que, au pire, si vous prenez la décision de ne pas le faire en tant que product owner, vous leur expliquez pourquoi, parce qu'il y a une stratégie et qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire le responsable grand compte, plus la chargée de clientèle, plus l'assistante du chargé. Tout le monde ne peut pas être satisfait. Il faut leur expliquer le pourquoi. Et à partir du moment où on explique le pourquoi de la stratégie qui est derrière, on en revient à la vision de la stratégie du produit, on arrive à les inscrire, et en plus, ils voient leur travail qui est fait au quotidien. Généralement, ils restent. Des questions, des avis, des remarques? Bon. Merci beaucoup. Merci.